Bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Bienvenue en Italie, pas l'Italie de Verdi ou de Dante, mais l'Italie de 2016. Cette Italie, encore 8e puissance économique du monde, mais avec une économie stagnante et un système bancaire fragile. Fragile aussi, le pouvoir politique. 62 gouvernements se sont succédés depuis la fin du fascisme. Celui de Matteo Renzi gouverne le pays depuis 2 ans et demi avec l'ambition de réformer l'Italie. Après la loi sur le travail, une réforme du pouvoir politique soumise au référendum. Matteo Renzi joue gros, il le sait. Donald Trump a été élu aux États-Unis, il y a eu le Brexit et les courants nationalistes anti-Bruxelles prospèrent dans une Europe divisée. L'enjeu dépasse donc largement les frontières de la péninsule. C'est pourquoi Géopolitis s'intéresse au référendum du 4 décembre en Italie. David Nicole nous en rappelle les enjeux. Il nostro destino non è litigare al nostro interno, il nostro destino è cambiare l'Italia, farlo per i nostri figli, farlo per i nostri nipoti e farlo adesso. C'est le grand projet de Matteo Renzi, une réforme constitutionnelle qui doit transformer le monde politique italien. L'objectif affiché, simplifier le système politique et en réduire les coûts. Toutes les étapes ont été franchies. Les 2 chambres parlementaires ont voté oui. Reste encore le référendum, c'est la constitution actuelle qui l'exige. Le peuple doit se prononcer pour ou contre le dépassement du bicaméralisme parfait. En clair, il s'agit de restreindre les pouvoirs du Sénat au profit de la Chambre des députés. Le Sénat ne compterait plus que 100 parlementaires au lieu de 315 aujourd'hui, et il serait transformé en une sorte de chambre des régions au pouvoir restreint. C'est la plus importante réforme constitutionnelle jamais votée en Italie. Certain de gagner il y a quelques mois, Matteo Renzi a tenté un coup de poker. Il s'est dit prêt à démissionner si le peuple italien refuse sa réforme. Et contre lui, l'opposition est emmenée par le mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord et Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Tous militent pour un vote sanction à l'encontre de Matteo Renzi. Principal argument du non, la concentration du pouvoir. Car si le oui l'emporte, le gouvernement en place aurait de fait plus de cartes en main. Bonjour Riccardo Bagnato. Bonjour. Benvenuto, bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes le correspondant ici en Suisse romande de la RSI, la télévision suisse italienne, observateur attentif de la vie politique italienne. Ce référendum pour Matteo Renzi, c'est la mère des batailles, il l'a dit lui-même. Pourquoi c'est si important ? Oui, c'est tout à fait la mère de bataille. Il faut se rappeler tout d'abord que le gouvernement Renzi est né en 2014 pour 2 raisons. La première raison, c'est de faire les réformes constitutionnelles dont l'Italie parle depuis 30 ans. Et la deuxième raison, disent-ils ou disaient-ils les analystes, c'est de arrêter la vague populiste des mouvements 5 étoiles pour les élections européennes en mai 2014. Donc à ce point-là, ce qui se passe maintenant, c'est que les 2 éléments se concentrent d'un seul coup, le 4 décembre. D'un côté, le mouvement 5 étoiles pour le non, de l'autre côté, le PD pour le oui. Le non, c'est non à plus de pouvoir au gouvernement. C'est une des critiques de la part des opposants à cette réforme. Évidemment, en gros, on dit que la réforme est écrite mal, que ne fonctionnera pas comme les supporters de oui l'envisagent. Mais surtout, le problème, c'est justement cela. C'est une question d'architecture constitutionnelle. Bref, et concrètement, pourquoi ? Le Sénat va se transformer dans une chambre d'autonomie locale, ses pouvoirs réduits, et de l'autre côté, il y a déjà en vigueur une loi électorale majoritaire qui donne aux partis gagnants 55% des sièges. Les 2 éléments ensemble font dire ce qu'ils font dire aux opposants, il y a un problème, ça nous préoccupe beaucoup. Si Renzi perd, le 4 décembre, il partira, il a dit qu'il partirait, et après ? Qu'est-ce qui va arriver ? En fait, il est un petit peu trop tôt pour se lancer dans des pronostics. On sait bien que dernièrement, ils ne sont pas trop favorables à la vérité, disons. Il est vrai, par contre, que Renzi, au début de la campagne et dernièrement, dans les derniers jours, il a dit clairement qu'il n'est pas disponible pour faire un gouvernement comme ci, comme ça, pour continuer. Donc, il est fort possible que si le non si le non gagne, à ce point-là, il y aura des élections anticipées dans les suivants 6 mois.
Ce qui empêchera en fait à l'Italie d'avoir un rôle très important dans l'Europe. Ça, c'est le premier scénario. C'est-à-dire que l'Italie n'aura pas la possibilité d'avoir un gouvernement stable face à la situation européenne où l'Allemagne, les Français et les Allemands vont voter. Ouais, on dit même que si Renzi perd, ce serait un cataclysme pour l'Europe après le Brexit, après l'élection de Trump aux États-Unis. Ben justement, si il n'y aura pas cette possibilité, si le non si le non gagne, à ce point-là, il n'y aura pas une position forte de l'Italie en Europe. Si, par contre, le oui gagne, alors là... Et que Renzi gagne. Voilà, il aura la possibilité d'avoir une position. La vague trumpienne, la vague populiste, souverainiste qui est alentour de toute l'Europe fait dire aux analystes que probablement l'Italie va perdre cette occasion de jouer un rôle en Europe pour de ce propre problème électoral. Alors justement, tout cela nous appelle à parler de la politique étrangère italienne, l'Italie membre originel de la communauté européenne et puis de l'OTAN, on le rappelle. Alors petit rappel en mémoire et puis on se retrouve juste après. L'Italie n'a jamais eu d'ambition mondiale, mais sa politique étrangère s'est toujours voulue internationaliste, au sein de l'Europe d'abord. L'Italie fait partie des initiateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, c'est à Rome, en 1957, que fut signé le traité fondateur de la Communauté économique. Malgré son statut, l'Italie n'a jamais pu peser dans les affaires européennes comme Berlin ou Paris, sans doute à cause de son instabilité politique chronique. L'atlantisme constitue pour l'Italie l'autre colonne de sa politique internationaliste. Membre de l'Organisation de défense atlantique depuis les débuts, en 1949, l'Italie s'est naturellement retrouvée au centre du dispositif de défense de l'OTAN en Méditerranée. C'est ainsi que 10 000 soldats américains sont encore et toujours stationnés dans la péninsule, répartis dans une demi-douzaine de bases, comme Aviano au nord, ou encore Sigonella en Sicile, et bien sûr, à Naples, quartier général des forces alliées pour le sud de l'Europe. Autre symbole de cette ouverture au monde, les casques bleus italiens. Il n'y a pas si longtemps, Rome était encore un des principaux fournisseurs de soldats au service des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Les frontières de l'Italie, c'est la mer, avec l'Adriatique et les Balkans, et de l'autre côté, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. L'espace méditerranéen constitue au fond la seule projection extérieure de la politique italienne. Jules César, déjà, rendait visite à la charmante Cléopâtre dans ses palais d'Égypte. M'avez-vous oublié ? Ah, je suis occupé, mon enfant, très occupé. À mon retour, je m'occuperai de vos affaires. Adieu. La Méditerranée, c'est aujourd'hui un espace vital pour l'approvisionnement énergétique. L'Italie n'a plus de centrale nucléaire depuis 1986, après la catastrophe de Tchernobyl. Elle dépend donc beaucoup de l'étranger. Gaz russe et algérien, pétrole libyen et africain. Autant de régions où la Société nationale des hydrocarbures, l'ENI, joue un rôle très actif. Mastodonte de l'économie italienne, plus de 130 milliards de chiffre d'affaires, l'Ente Nazionale Idrocarburi exploite des gisements dans 46 pays. Elle vient d'ailleurs de toucher le jackpot avec Zohr, un gisement de gaz naturel au large de l'Égypte, le plus grand jamais découvert en Méditerranée. Les priorités de Rome, en politique étrangère, qu'on le veuille ou non, se conjuguent souvent avec ses intérêts énergétiques vitaux. Dans le contexte européen, Ricardo, on parle souvent du tandem franco-allemand, moins souvent de l'Italie, et pourtant l'Union européenne, c'est important pour l'Italie. Absolument. Les Italiens ont été et sont toujours parmi les peuples européens les plus europhiles. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, en effet. Il y a la fragilité du système économique et politique, il y a l'instabilité chronique et historique de l'Italie. Et pour beaucoup d'Italiens, surtout au début, c'était Bruxelles, l'espoir que quelqu'un d'autre à l'extérieur pouvait aider l'Italie à devenir un petit peu comme les autres pays, un petit peu plus fiable, un petit peu plus stable. Donc, vous diriez que l'Italie a besoin de l'Europe pour exister mieux ? Pour devenir un pays un petit peu plus stable comme les autres, ce qui fait pour les Italiens la possibilité de compter plus. Et puis il y a une autre dimension de la politique étrangère italienne, c'est l'atlantisme, cette Italie proche, membre originel de l'OTAN et donc des États-Unis.
Ah oui, là, il y a des raisons historiques. L'Italie a été, dès le début, un allié aux États-Unis, avec les États-Unis, donc avec l'OTAN aussi. Il faut se rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le plus grand parti communiste en Europe, au dehors de la Russie. Donc, ça a poussé, ça a basculé l'Italie dans le camp atlantique. Et là, l'Italie est restée depuis là, et jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas-là, je rappelle aussi qu'il y a même une histoire culturelle entre l'Italie et les États-Unis. Donc le plus grand parti communiste d'un côté, mais aussi le plan Marshall, la possibilité, grâce à l'argent des États-Unis, de reconstruire le pays. Donc il y a même un climat après la guerre, les États-Unis comme amis, qui distribuaient les cigarettes, les chewing-gums, les enfants des soldats américains en Italie. Donc ça reste un petit peu dans le substrat culturel italien. Et puis tous ces Italiens qui ont émigré aux États-Unis. Absolument. C'est l'histoire du XXe siècle aussi. Absolument. En parlant de migration, on n'a pas évoqué la crise migratoire. L'Italie est au front, plus de 250 000 réfugiés sont arrivés depuis un an. Est-ce que cette crise pèse sur le référendum du 4 décembre ? Donc, selon les sondages, on doit être vraiment très prudent parce qu'on parle de sondages, mais selon les sondages, les préoccupations, les priorités des Italiens aujourd'hui sont d'un côté le manque de travail, et puis certainement les impôts, et puis ensuite, le 22% de la population italienne est préoccupée par l'immigration. Donc un thème important, mais non plus central dans la campagne. Par contre, cette immigration, elle pèse sur les relations de l'Italie avec l'Union européenne. Absolument, parce que dans ce cas-là, c'est Renzi qui a poussé un petit peu la main contre Bruxelles, qui dernièrement, dans les derniers mois, demande de plus en plus à Bruxelles d'aider l'Italie et d'aider l'Europe dans le dossier d'immigration, jusqu'à menacer le veto, menacer de ne pas voter le budget de l'Union européenne si Bruxelles ne fait pas son devoir, c'est-à-dire redistribuer les réfugiés en Europe. Et ça, c'est une raison très simple de montrer dans une campagne, disons, son côté anti-establishment contre Bruxelles aux électeurs. C'est pour cela aussi que l'Italie se tourne et anime le groupe de la Méditerranée avec la Grèce, la France, qu'elle se tourne vers le sud de la Méditerranée. Là, il faut dire que l'Italie a toujours eu l'ambition d'être une sorte de porte-parole des pays du sud de l'Europe et de la Méditerranée. Ce qui n'est pas toujours arrivé, en fait, c'est pas toujours le cas. Moi, je rappelle qu'en 2011, il y a eu la guerre en Libye. Alors, la guerre en Libye, ex-colonie italienne, c'est la France, le Royaume-Uni, les États-Unis qui ont surclassé la politique italienne, complètement embarrassée par la décision de vitesse de la France surtout, et qui ont commencé la guerre. Donc, après, c'est l'Italie qui est arrivée. Là, l'Italie, dans une question géopolitique, a perdu clairement une occasion pour devenir le porte-parole qu'elle voulait devenir. Ricardo, le 4 décembre, c'est bientôt. Ce sera oui ou ce sera non ? Il est vraiment trop tôt pour le dire. Il est vraiment trop tôt pour les derniers sondages disponibles, ou mieux, la moyenne de sondages disponibles. Il y a une distance entre le oui et le non de 4% en faveur du non. Mais attention, il y a 48% des indécis et de personnes qui ne vont pas voter. Donc c'est là que les deux fronts, les deux côtés, sont en train de chercher les voix pour confirmer, renforcer leur position davantage ou voir le 4 décembre le miracle pour certains ou la défaite pour les autres. Alors on verra. Merci Ricardo, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci à vous. Pour préparer cette émission, nous avons consulté la revue Questions internationales, le numéro 59, L'Italie, un destin européen, édition de janvier-février 2013. Nous avons réécouté l'émission L'Atelier du pouvoir sur France Culture intitulée Qui gouverne l'Italie ? En juin 2016, l'ancien président du Conseil Enrico Letta en était l'invité. À la radio encore, car il n'y a pas qu'à la télé qu'il y a des choses intéressantes, le 30 mai, tout un monde de nos amis et collègues de la radio suisse romande où était invité l'historien Marc Lazare. Et sur le site de Géopolitis, vous pouvez découvrir divers documents, dont un temps présent de 1979, c'est l'époque du terrorisme et des brigades rouges en Italie. Toute l'équipe qui a préparé ce Géopolitis vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur la RTS et TV5 Monde.